Avant les conclusions de la journée, nous allons donc écouter une dernière intervention à deux voix qui va nous montrer les liens qui se tissent entre le patrimoine archéologique et les fonds documentaires. Donc nous allons entendre sur ce sujet Michael Montaudoin, qui est archéologue et qui travaille pour la conservation départementale du patrimoine du Maine-et-Loire, et Véronique Flandrin-Bellier, qui est attachée de conservation du patrimoine, chargée des fonds documentaires dans la même institution. Bonjour. Merci pour votre accueil. C'est une communication à deux sur une réflexion en cours, effectivement, ici, rue de Frémur à Angers, et qui refera un peu écho à la communication de Romain. Donc effectivement, je suis archéologue, avant tout responsable d'opération, je suis même anthropologue, donc loin des objets. Les miens, ce sont des ossements humains, qui ne sont pas des objets, on le verra. Et je travaille avec Véronique, puisqu'en fait, on mène en ce moment une réflexion sur le fait d'adosser les archives à côté des objets. Rapidement, un petit diaporama sur l'évolution en fait, du service. Le service archéologique, à la base, c'est une seule personne. C'est même pendant très longtemps juste deux personnes. Et en fait, toute cette réflexion qui nous nourrit, enfin, qu'on essaye de nourrir aujourd'hui, elle découle d'évolution du service. C'est-à-dire que l'archéologie, c'est finalement une discipline assez jeune, en tout cas qui se professionnalise très récemment. Et du coup, avec une montée en gamme, d'abord en quantité des équipes, et puis du coup, derrière, je dirais, en qualité, en tout cas en compétences. Donc voilà, donc chez nous, c'est en 82, une seule personne pour le service archéologique. Et puis, en fait, petit à petit, au gré des aménagements, de la loi, voilà, plus de personnes, avec aussi du coup beaucoup plus de missions, jusqu'en 2010, la décision de créer un CCE, c'est un centre de conservation et d'études, qui est un concept que je vais vous définir un petit peu après. Voilà, et un des archéologues du département devient le responsable du CCE, en l'occurrence moi. Donc je prends deux casquettes, celle de responsable d'opération quand c'est du funéraire, et de m'occuper des objets quand ils sont ensuite arrivés, déposés par les autres, par nous-mêmes ou par les opérateurs. 2013, on verra que c'est la mise en fonction du CCE, et puis une date importante pour nous, 2014, la réunion de plusieurs services patrimoniaux du département en un seul grand service. Donc, notamment le service de l'inventaire, le service des musées, donc, et des antiquités objets d'art. Donc tout ça, ça ne fait plus qu'un seul service. Donc une mutualisation des compétences, plus de discussions aussi, des échanges, une interdisciplinarité, voilà, et qui nourrit toute notre réflexion. Et en 2020, l'arrivée de Véronique parmi nous, donc avec une spécialité archives, et là, du coup, une réflexion autour de tous les fonds documentaires qu'on a au sein du service. Donc la notion d'objet en archéologie, pour nous, elle est fondamentale. Alors d'ailleurs, on ne parle même pas d'objet. Pour nous, ça n'a aucun sens de parler d'objet. On va utiliser la notion de bien archéologique mobilier. D'accord ? C'est-à-dire, donc c'est défini dans le Code du patrimoine. Et cette notion, elle va englober beaucoup plus que de simples objets, puisque ça va être tout ce qui est artefact, c'est-à-dire tout ce qui est produit par l'homme, et aussi les écofacts, c'est-à-dire tout ce qui est naturel. C'est-à-dire que dans mon dépôt, j'ai aussi bien des silex que des blocs d'architecture, que des ossements d'animaux, que des caisses de terre, puisque dedans il y a de l'environnement, et que dans cet environnement on peut aller encore rechercher des choses, je pense au pollen, aux graines. Voilà, donc c'est infini, la variété est grande, la quantité est très grande. Je vous ai mis juste un petit aparté sur les vestiges anthropobiologiques, qui sont une classe à part, qui sont donc en vrai les ossements humains, donc qui ont été définis là, récemment, après le Code du patrimoine en 2016, en 2017. Comment dire, en fait, ils ont été déclassifiés parce qu'avant, ils étaient associés à la... Ils étaient associés en fait à la documentation archéologique, c'est-à-dire qu'ils étaient considérés avec le papier et les archives. Donc, il y a eu, bref, une petite entourloupe réglementaire, et maintenant, c'est une classe à part. Malgré tout, ils sont quand même encore dans les dépôts. C'est-à-dire que dans le dépôt, notamment d'Angers, il y a, je sais pas, peut-être 1 millier de caisses avec des squelettes humains à l'intérieur. Chez nous, l'objet il est plus souvent un fragment d'objet. Je vous ai mis une photo de mon collègue céramologue. Voilà plus ou moins à quoi ça ressemble en fait dans les caisses. C'est-à-dire des milliers de tessons, de fragments qu'on va plutôt nous regrouper par lot. Donc en fait, on parle plutôt de lot d'objets. Je suis incapable aujourd'hui de vous quantifier le nombre de lots d'objets que j'ai dans le dépôt. J'ai 9000 caisses. Je pense que ça peut monter à 100 lots par caisse. Donc voilà, on parle plutôt de centaines de milliers d'objets ou de fragments d'objets.
Voilà. Et puis la plupart du temps, en fait, ce ne sont pas des objets en très bon état, hein, puisque le passage du temps a fait que ces objets sont détériorés. Je vous ai mis notamment une paire de forces rouillée qu'on ne va même pas forcément restaurer ou stabiliser. Donc voilà, je vous l'ai mis, hein, le CCE actuellement, c'est 9000 caisses. Voilà. Pour nous, l'objet est extrêmement important, puisque Romain l'a rappelé, en fait, c'est même uniquement notre source, en vrai. C'est-à-dire que l'archéologue, par principe, va détruire l'objet de son étude, il va détruire le site. Fouiller un site, c'est le détruire. C'est-à-dire qu'on va enlever les couches, on va démonter les murs, on va prélever les squelettes, on va trier ce qu'on trouve dans la terre et le séparer. Donc en vrai, on démonte, on détruit intégralement les sites et on les ramène après dans nos dépôts et dans nos services pour pouvoir les étudier et faire les rapports scientifiques. Donc ce qui est important pour nous, c'est l'importance du contexte, c'est-à-dire bien savoir de quelle couche archéologique cela vient, parce que selon que un objet se retrouve dans une couche de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, ça n'aura pas du tout la même importance pour nous. Je vous ai mis par exemple une photo d'une très belle brique estampée qui représente une sirène, qui est un très très bel objet. Esthétiquement parfait, mais en fait il n'est pas du tout en position d'origine, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est retrouvé en réemploi dans un four, donc en fait on ne sait même pas à quoi servait cette brique, qu'est-ce qu'elle décorait. Donc voilà, vous dire que vraiment le contexte est important, et vous dire aussi que devant la multitude et la quantité et toutes les études qui pourraient être menées, en vrai la plupart des biens archéologiques mobiliers en fait ne sont pas tous étudiés à la fin de chaque opération. Là je vous ai remontré une photo où vous voyez des céramiques remontées, hein, elles sont scotchées. C'est une étudiante qui a refait un mémoire sur les pots funéraires du Moyen-Âge, avec des fouilles notamment issues des années 80, des années 90. Elle a remonté les pots, elle les a étudiés, elle les a redémontés, et voilà. Donc ça, c'est un travail de 2010, et sur des fouilles essentiellement des années 80-90. Donc en fait, nous, ce qui nous intéresse en archéologie, c'est de conserver le mobilier pour sa qualité, pour toutes les informations qu'il va pouvoir nous apporter tout de suite ou après, puisqu'il y a des potentiels d'études, même futures. Je vous ai mis là les clous, hein, on peut réétudier aujourd'hui les clous. Il y a des choses qui n'existaient pas, comme les analyses ADN, qui aujourd'hui font un malheur, enfin le bonheur des anthropologues. Mais c'est pour ça aussi qu'on conserve, c'est qu'on sait très bien qu'il y a des nouvelles techniques qui vont pouvoir nous permettre de réinterroger tous ces biens archéologiques. Donc nous, c'est pas du tout la qualité justement muséale qui nous intéresse, c'est simplement la quantité d'informations qu'on va pouvoir tirer de cet objet. Donc du coup, le souci des archéologues a été de conserver ces objets, fragments d'objets, lots. Donc voilà, donc on a habituellement mis ça dans des caisses et dans les lieux où on pouvait. Normalement, ces objets doivent être redonnés au service de l'État, hein, qui nous contrôle scientifiquement. Donc voilà. Mais en vrai, de nombreux rapports, notamment un rapport de 1998, montraient comme quoi les services de l'État n'avaient pas du tout pris la mesure des dépôts. Donc il y avait des dépôts sauvages, rien aux normes, des solutions aléatoires. Et donc en vrai, il y a ce rapport Papineau, hein, qui dit bien que l'État ne remplit pas du tout son rôle. Et un effet pervers de la loi de 2001 qui a rendu en fait l'archéologie préventive obligatoire, c'est qu'il y a eu une augmentation, mais vraiment substantielle des fouilles préventives, et donc une accumulation encore plus énorme de quantité d'objets. Et résultat, les rapports se sont empilés au ministère pour dire nous ne faisons pas notre travail, les collectivités, les opérateurs se retrouvent avec des milliers de caisses, c'est très mal géré. Et en fait, il y a une circulaire de 2007 qui a mis en place un nouveau concept qui était celui des centres de conservation et d'études, c'est-à-dire de vraiment se doter sur tout le territoire, un maillage territorial, souvent adossé à des collectivités, du coup, pour pouvoir en fait disposer de lieux pour stocker enfin dans les bonnes conditions tous les mobiliers archéologiques qui pouvaient venir de toutes les opérations archéologiques en France. En réalité, c'est une définition très large. Il n'y a pas de modèle type de CCE. On n'est pas comme dans les musées avec les réserves, la partie, la visite, enfin la partie pour visiter. C'est vraiment juste des concepts. Il n'y a pas de modèle type. Je vais vous présenter évidemment celui du Maine-et-Loire, que je vous invite à venir visiter quand vous le voulez, mais surtout aux Journées du patrimoine, qui est finalement un petit projet à 600 000 €. Il y a eu des projets à 6 millions d'euros. Voilà. Bref, en tout cas, à partir de 2007 et notamment en 2010, un grand plan sur tout le territoire national de développement des CCE. Donc voilà, très rapidement, nous, c'est un hangar. On est parti sur vraiment une partie très logistique, voilà, qui fait donc
On avait des dépôts un peu partout dans la ville d'Angers, dépôt d'Albéric-du-Bois, donc notamment qui est dans tout le quartier Gare Sud et qui notamment a été voué à destruction dans le nouvel aménagement derrière la gare actuellement, là. Et devant cette situation un peu catastrophique et d'urgence de destruction du dépôt, les services de l'État nous ont demandé à la collectivité de savoir si on pouvait mutualiser les moyens et donc créer un dépôt sous contrôle de l'État, mais sous la responsabilité d'un agent du département. Donc ça, c'était les réserves de l'État. Les nôtres n'étaient pas en meilleur état. Voilà les caves de mon bureau. Et puis un bâtiment qui a été détruit. Vous voyez les caisses en polystyrène. Et puis sinon, vous voyez des sarcophages et on garait les voitures à côté. Bon, on n'était pas meilleur que les autres. On a tout regroupé. Voilà, pour pas très important, mais en gros 2011, le choix d'un équipement et pendant 2 ans, une réflexion, un reconditionnement de tous les mobiliers qui étaient dans les différents dépôts dans des caisses normées et une livraison du bâtiment en 2013. Pour un coût estimé, je vous ai mis à 530 000 €, c'est un petit peu plus. Voilà. Et évidemment, une convention qui nous lie avec l'État. L'État subventionne le département à raison de 8 000 € par an. Assure toutes les missions de contrôle, responsabilité quand il y a des prêts pour exposition, des destructions pour analyse. Et moi, je m'assure au quotidien de la veille sanitaire, de l'accueil des chercheurs et de faire d'ouvrir la structure quand quelqu'un le demande. Rapidement, c'est 380 mètres carrés répartis surtout en 3 espaces. Hein, un grand dépôt où on va stocker tout ce qui peut tenir dans des caisses. Les caisses sont normées. Normalement, on est censé n'avoir que 4 types de caisses et on a construit des étagères autour des types de caisses et on essaye de gagner le moindre centimètre. Voilà. Donc 3 parties dans le dépôt, tout ce qui peut aller en caisse va voilà, dans un dépôt tempéré qui n'est pas climatisé mais qui a une inertie, donc on assure la bonne conservation des matériaux. Le plus volumineux, eh ben, on le gère, on le met dans un palettier de type Ikea pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc c'est lourd, c'est volumineux mais on gère quand même. Et puis évidemment, les mobiliers sensibles, qui ne sont pas les plus nombreux, mais qui sont importants, puisque souvent, en plus, c'est pour le coup, les plus beaux objets, hein, le métal, la tabletterie, le verre quand on en a. Et donc, on va ranger dans différentes salles sur lesquelles on va gérer les atmosphères, hein, puisque ce sont des objets fragiles. Certains ont été stabilisés. Je vous ai mis la caisse là, avec la mise en écrin. Donc, c'est la collection de Douai-la-Fontaine, la mode de la Chapelle. Très belle collection du XIe siècle. Donc voilà, donc on fait attention à bien ranger, à bien stocker et à contrôler tout ça. Donc globalement, pour moi, c'est un bilan positif, c'est-à-dire que la partie objet, je la gère très très bien, je suis habitué à ça, ça fait partie de mon quotidien depuis maintenant une vingtaine d'années. Les versements sont réguliers, c'est-à-dire que tous les opérateurs qui, à un moment ou à un autre, creusent dans le département vont nous verser les collections. Maintenant, il y a des normes de versement, pas de problème. On a mis en place un chantier des collections, c'est-à-dire qu'on avait rapatrié à peu près 6000 caisses, mais qui n'étaient pas aux normes. Donc on a une équipe de 3 personnes qui, depuis 2019, rouvre les caisses, réinventorie, remet en écrin, réattribue aux bonnes opérations les objets, puisque la vie des objets archéologiques, c'est quelque chose de particulier. Ça vit, ça se balade partout en France, ça arrive de partout. Voilà, maintenant c'est plus le cas. Finalement, du coup, avec tout ça, quelque chose de beaucoup plus rationalisé, des choses, des collections qui n'étaient pas connues jusqu'ici, qui maintenant sont disponibles pour les chercheurs. Donc, du coup, des études effectivement de plus en plus nombreuses. J'ai à peu près chaque année 5 ou 6 étudiants en master qui viendraient étudier des mobiliers. Des projets plus globaux, donc certains, je vous ai mis à l'échelle européenne, projet GOS, qui est un projet de génétique humaine. Donc des gens sont venus de Bordeaux, venir chercher des squelettes pour refaire des analyses ADN, pour voir d'où venaient les populations, des actions de médiation, notamment visite journée du patrimoine évidemment, et des actions de communication comme aujourd'hui, des colloques, et puis dans la presse locale et nationale. Donc tout ça est très positif, mais il reste un gros bémol, c'est la documentation. Donc effectivement, c'est moi qui interviens, l'archiviste, pas en fin de course, hein, parce que là on va partir sur une étape importante. Donc un premier état des lieux, sachant que moi je suis archiviste professionnel depuis un certain nombre d'années et que là j'ai fait une sortie de structure de service constituée pour aller dans un service où là on est sur bien sûr de la conservation du patrimoine, mais avec pas forcément beaucoup d'habitude vis-à-vis des archives. Grand producteur, mais pas forcément une grosse réflexion en fait sur la conservation et puis ensuite sur l'accès à cette documentation. Donc qu'en est-il de la documentation archéologique donc au pôle du département?
Donc important évidemment, puisqu'elle est constituée depuis, elle se constitue peu à peu depuis les années 80. Donc, et puis archives publiques majoritaires, bien sûr, puisqu'elle procède de l'activité d'une collectivité, donc le département, avec quelques entrées d'archives privées, très ponctuelles, qui peut tendre à augmenter un petit peu. Donc ça peut être un souci, parce qu'en plus, quand on dit archives privées, voilà, donc j'aurais dû mettre entre guillemets, puisque justement, il va falloir les caractériser dans le détail. Parce que là, on est sur des archives d'archéologues, bénévoles parfois, voilà, donc, enfin bénévoles en général. Et là, avec, ça peut être la note de chercheur, des carnets, comme là qu'on vient d'exposer, le carnet de fouilles de l'archéologue Michel Gruet, docteur Michel Gruet, mais aussi voilà, des documents produits dans le cadre de fouilles. Donc là, on est plutôt touche à des opérations qui sont financées donc, par des collectifs, par l'État, et puis les collectivités territoriales aussi. Donc du coup, là, on est bien sûr de la production d'archives publiques. Donc voilà, quand je dis fonds privés, c'est à mettre avec des pincettes, on va dire. Donc il faudra après vraiment rentrer dans les fonds pour savoir exactement le statut de ces archives. Donc longtemps négligée par les archéologues, la place de la documentation archéologique, effectivement, dans la discipline a beaucoup évolué maintenant, parce qu'il y a bien sûr une nécessité, quand on voit l'accumulation des fonds fossiles, la nécessité de conserver ces archives qui s'imposent aujourd'hui, et puis surtout leur accès aussi. Voilà. Donc, une définition, j'ai enlevé en cours d'évolution, parce qu'effectivement, elle peut être assez restreinte jusqu'à s'étendre sur des champs assez larges. Donc, outre le mobilier archéologique, les opérations archéologiques produisent donc deux types de documentation. Moi, je me suis contente effectivement de donner un peu une idée des types de documentaires. Les rapports d'archéologie, d'opérations archéologiques et la documentation scientifique. Donc, il y a déjà le rapport final d'opération. Donc, chaque opération, sous forme soit de diagnostic, sondage, fouille, donne lieu à un rapport final présentant les résultats scientifiques et à des fins d'études et de diffusion. Et le gros morceau, la documentation scientifique. Juste pour revenir sur le rapport final d'opération, il doit être remis obligatoirement à l'État, donc au service régional d'archéologie, ainsi que la documentation scientifique, donc la deuxième partie, donc, que l'on appelle aussi archives de fouilles, souvent appelées comme ça par les archéologues, et maintenant on dit la documentation archéologique, en fait, quand on se réfère effectivement au Code du patrimoine, maintenant les dernières appellations. Donc on y trouve des documents graphiques, beaucoup de documents graphiques, donc des plans, des relevés, des menus de dessin, des documents photographiques audiovisuels, énormément de documents numériques bien sûr, des documents écrits, carnets et fiches d'enregistrement de terrain, de la correspondance, et enfin effectivement un autre type de document un peu particulier, des moulages et des empreintes. Mais au-delà de ça, effectivement, on trouve, est-ce que je n'ai pas noté là, on a aussi bien sûr les dossiers de mise en place justement administratifs en fait suivis par les services régionaux d'archéologie. Donc là, on est sur des dossiers on dit administratifs, mais de mise en place d'opérations. Et puis des archives, là ce que je n'ai pas mis non plus, des archives de chercheurs aussi, bien sûr. Donc voilà, ça c'est plutôt beaucoup plus large que ce que je viens de mettre là. Donc un cadre législatif et réglementaire, évidemment. Donc une production. Alors la production documentaire archéologue est réalisée dans un cadre collectif, donc opérateur public ou privé, ou au sein d'une unité de recherche. Donc elle rend toutes ces archives, toute cette production documentaire entre dans le champ global des archives publiques. Donc c'est bien la reconnaissance, les références sont bien sûr le Code du patrimoine, livre 2 et la loi sur les archives, 2008. Pour les archives, parce qu'il faut distinguer les types d'opérations aussi, l'archéologie préventive. Pour ces archives, il y a des textes voilà, spécifiques, donc le Code du patrimoine bien sûr, mais les circulaires, surtout la circulaire effectivement du 5 juillet 1993, qui en portant des obligations donc liées à l'achèvement d'une fouille, la documentation et le document final de synthèse, c'est-à-dire le rapport que je vous ai cité tout à l'heure, doit être remis à l'État. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, on se dit aussi que la publication du rapport ne va pas être le seul document finalement important. Il va aussi y avoir à conserver le reste de la documentation scientifique, puisque ça va être une publication à un instant T, qui va servir justement à des débats et qui pourra être remis en cause par la suite, d'où l'importance de conserver le reste, bien sûr, l'ensemble de la documentation autour de l'opération. Ça peut être post-opération aussi. Donc les autres documents que j'ai cités, bon, je vais y revenir pour l'instruction de 2004. J'ai plus que 5 minutes, d'accord, ok, merci.
Donc, de toute façon, comme je vais revenir après, donc on va passer assez rapidement. Juste quand même vite fait, effectivement, les archives de l'archéologie qui sont produites dans le cadre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont soumises, quant à elles, à des textes spécifiques également. Et puis pour aussi y rajouter le code de la propriété intellectuelle pour voilà, effectivement les droits d'auteur, là on pense aux chercheurs, à la production, donc l'œuvre originale, là on est concerné aussi. Et donc par rapport à il y a quand même une difficulté sur l'application de l'archivage définitif, puisque deux textes arrivent en contradiction. Donc l'instruction de 2004 sur les archives, sur le tri des archives et DRAC, qui dit bien le versement définitif de la documentation scientifique donc aux archives départementales du chef-lieu de région, donc à l'exception de la documentation liée aux objets. Et pour la documentation liée aux objets, donc conservation plutôt dans les dépôts, donc CCE, donc centre de conservation et d'études, ou musée. Donc ça pose un vrai problème d'application, d'où effectivement la réticence et puis dans les faits, les archives qui restent soit donc dans les services régionaux d'archéologie, les archives qui restent aussi au niveau des centres de conservation ou des dépôts. Donc c'est la séparation de cette documentation scientifique, elle est évidemment difficilement applicable et contredit effectivement donc l'instruction de 2004 contredit complètement la circulaire de 2007 sur les centres de conservation et d'études. Donc au final, les biens archéologiques mobiliers et la documentation scientifique réunie au cours d'une opération forment des archives archéologiques indissociables. Donc ça pose un vrai problème d'application, d'où la réflexion, nous, dans notre service, sur le fait de regrouper au contraire cette documentation scientifique pour l'adosser en fait au mobilier archéologique. Donc des particularités effectivement de cette documentation. Donc bon, je peux peut-être répéter un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure. Toutes les informations et les objets mis à jour à l'occasion d'une fouille constituent un ensemble documentaire unique qui remplace sur le plan intellectuel le site détruit par l'intervention archéologique. D'où l'importance de la conservation de cette documentation, entre autres. Une particularité aussi, les données brutes, enfin l'importance des données brutes des relevés et des fiches d'enregistrement, donc qui ne sont pas forcément faciles d'accès, donc sans l'interprétation d'un archéologue. Un constat autre, la réticence des chercheurs sur la notion d'archives publiques. Bon là, on a parlé tout à l'heure des archives privées. Donc il y a aussi, ça c'est lié forcément aux raisons du statut des enseignants-chercheurs. Et ces archives scientifiques sont souvent considérées comme des archives personnelles ou privées ou privées. Et les difficultés de prise en charge, bon ça c'est plus l'aspect collecte. Et puis le lieu de réception, les difficultés de prise en charge de ces archives. Évidemment, pas de personnel de conservation dans les services régionaux d'archéologie, encore moins dans le CCE, sauf moi donc aujourd'hui. Et puis, effectivement, donc la plupart du temps, ce qui se passe, c'est du sauvetage, tout simplement, de cette documentation archéologique. Donc, souvent du vrac. Donc, pour notre situation précise ici au département, j'ai plus qu'une minute. Bon, comme j'ai dit que c'était massif, ça c'est bon, on y sera si bon. Voilà, il y a bien sûr d'autres types de documents, une belle collection de diapositives, donc sur les fouilles Saint-Martin, sur la collégiale et Fontevraud, les archives numériques natives qui sont absolument pour l'instant en fait quantifiées, donc on le sait très bien que là il y a un grand risque. Donc de grosses discussions avec le service régional d'archéologie. Voilà, nous avons déjà eu des contacts. La réflexion, c'est évidemment va se faire avec entre trois interlocuteurs finalement. Donc nous, le département, le service régional de l'archéologie et bien sûr les archives départementales pour réfléchir à ce que l'on fait avec cette documentation archéologique. Du côté de Nantes, donc de la DRAC et du service régional de l'archéologie, à peu près 28 mètres linéaires. Donc effectivement, c'est un chiffre, ça concerne que le département, que les opérations effectivement effectuées sur le Maine-et-Loire. Il y a déjà, voilà, pour les archives numériques natives, rien n'est véritablement organisé, c'est stocké, mais c'est tout. Et donc, d'où notre réflexion, parce qu'il y a une petite chose quand même que je n'ai pas dite, mais je suis archiviste, chargée des fonds documentaires, dans un service qui comprend le pôle archéologie, mais la conservation des antiquités et objets d'art, l'inventaire, les musées, j'ai oublié, non c'est bon, ça suffit déjà. Donc voilà, donc ma réflexion à moi en tant qu'archiviste, c'est à la fois s'occuper de toute cette production scientifique, mais donc voilà, sur ces quatre pôles. Donc bien sûr, cela s'inscrit sur un projet global de développement de services avec
qui comprend donc la grande question de la conservation et de l'accès aux données scientifiques. Donc le sujet a vraiment été bien amorcé en 2020 avec la création de ce poste, bien sûr. Et puis, on a passé à la chose la plus facile, on va dire, entre guillemets, à faire, donc l'informatisation de la bibliothèque, puisque, bien sûr, ces 4 entités avaient leur propre bibliothèque. Et nous avons déjà informatisé la base de données. Je n'ai pas parlé de la photothèque, donc là, 150 000 photographies. Là, c'est tout confondu avec ces 4 secteurs, dont l'archéologie. Et donc, l'idée, bien sûr, c'est de créer un lieu de conservation rassemblant cette documentation scientifique, archéologie, inventaire, musée, CAOA, parce que j'ai oublié parc et jardin, et faciliter l'accès au centre de consultation de la documentation et de la bibliothèque, et bien sûr disposer à terme d'un portail documentaire de façon à mettre à disposition, donc en ligne bien sûr, toutes ces données en les organisant peu à peu entre nous. Donc voilà. Et j'ai une dernière petite biographie. La dernière parce que je crois qu'il voulait absolument voilà un petit peu le jeu. Non, c'est vraiment très sommaire au niveau des... Mais effectivement, je me suis aidée quand même beaucoup du rapport de mission intitulé « Conservation et accessibilité de la documentation archéologique, dite archives de fouilles », un des rapports les plus récents qui synthétise bien en fait la situation, c'est-à-dire entre les textes qui sont toujours en vigueur et puis les faits, la réalité, c'est-à-dire que chacun travaille bien sûr dans son coin, s'observe de loin. Non, je ne mettrai pas les archives scientifiques aux archives départementales, je veux être proche du mobilier. Et donc là, moi, j'arrive en tant que peut-être médiateur de tout ça, en connaissant bien les règles archivistiques, en connaissant bien la loi, et en me disant qu'on va bien trouver une solution ensemble, et par le biais de conventionnement, d'être très clair sur le lieu de conservation. Je rappelle juste au passage que nous, les archives départementales, c'est à 200 mètres, quoi, en fait. Voilà, on est à proximité. Donc, mais il y a quand même le souci, effectivement, que cette documentation scientifique, elle arrive, fait partie d'un ensemble documentaire dont fait partie aussi, d'ailleurs, les objets mobiliers, puisqu'on détruit le site et tout ça reconstitue justement le site qui a été détruit. Donc, tout ça ne va pas l'un sans l'autre. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation et ultime présentation qui montre bien la nécessité de regrouper les compétences et les moyens également. Quelques questions rapidement ? Bénédicte ? Ben oui, avec plaisir. Je suis désolée. Non, mais au contraire. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réaction. Il y a 2 choses qui m'ont frappée. C'est l'évacuation du mot archive de votre discours, quasiment tout du long. C'est-à-dire que vous avez substitué au mot archive le mot documentation archéologique ou documentation scientifique, ce qui est déjà un signe de quelque chose. J'ajoute que documentation scientifique de l'archéologie, c'est une catégorie juridique, là pour le coup, si je ne me trompe pas, qui n'est pas exactement celle qui a été définie dans vos diaporamas. Donc, du coup, on voit bien qu'il y a un glissement. La deuxième remarque, c'est sur le parallèle qu'on peut faire entre votre manière d'aborder les choses et, par exemple, ce qu'on voit dans les musées avec les dossiers d'œuvres, ou ce qu'on voit dans les services d'archives avec les dossiers de fonds, parce que c'est exactement la même chose, puisqu'il faut... Voilà. Et ça pose quand même une question fondamentale, où qu'on voit, où on peut penser d'une manière plus ancienne à la manière dont le dossier médical était le dossier du médecin et qui est devenu le dossier du patient en 2004, le jour où on a dit que justement on n'avait pas besoin du médecin pour regarder les documents. Et donc quelque part, je pense qu'on n'a pas besoin de l'archéologue pour regarder les documents, et que d'une certaine façon, c'est quand même une manière de ne pas se rendre dans les obligations qui sont les obligations de versement. Et c'est aussi une manière de conserver et de garder le contrôle de sa documentation et de ne pas la partager, ou d'estimer qu'on va quand même faire une sorte de tri dans ceux qui peuvent comprendre et ceux qui ne peuvent pas comprendre. Alors, sur le choix du vocabulaire, c'est clair. On a... Ah, pardon. Alors, pour le choix du vocabulaire, je peux être coupable. C'est vrai que moi, j'aime pas du tout le terme d'archive. Je pense qu'on est une discipline qui s'est construite même... qui s'est même presque construite en opposition, même au monde des musées. D'ailleurs, le fait de considérer l'objet, je pense que ça, c'est vraiment dans la conception au départ. Évidemment qu'aujourd'hui, ça évolue. Il y a les formations universitaires, et clairement.
Mais c'est vrai que moi, quand Véronique est arrivée, elle a commencé à me parler et me dire que j'avais des archives dans mon bureau, j'ai fait des bons. Ce que je défendais, là, en tout cas nous, ce qu'on défend sur l'aspect, le projet hein, dans le CCE, et la chance qu'on a, enfin ce qu'on espère, c'est de pouvoir le conserver près des archives départementales, c'est justement de travailler tous ensemble, parce qu'effectivement, moi c'est pas du tout ma spécialité, on verra les moyens qu'on aura. Ce qu'on défendait, c'était surtout le fait qu'un objet pour un objet, ça n'a aucun sens en réalité, à part l'esthétique. Et qu'en fait, souvent, effectivement, nous, ce qu'on va défendre, et ça c'est la discipline archéologique, c'est comme ça qu'elle se bâtit, il faut qu'elle puisse réinterroger la source. Et la source, c'est pas que l'objet, c'est l'objet et la description de la couche, le plan, la photo et tout ça. Et c'est en fait l'idée de trouver ce même fond. Et là, c'est là où on a le fait les services producteurs disent qu'ils veulent garder leurs documents à côté. Ah, moi, je veux pas le garder à côté de moi. Hein. Ce que je veux, c'est que ça soit conservé ensemble. Après, si c'est autre part et que c'est pas moi, c'est pas grave. En vrai, j'ai plein de boulot ailleurs. Pas de souci. Alors moi aussi j'ai bien de travail ailleurs, mais en fait c'est vrai on passe beaucoup de temps, c'est là justement la confrontation de deux disciplines, on passe beaucoup de temps à redéfinir les choses, au choix des bons termes qui nous conviennent. Là j'ai lâché, mais ça reste des archives, il n'y a pas de souci. C'est pas parce qu'effectivement c'est marqué documentation, ça reste de la production d'un service public. On parle bien d'archives, il n'y a aucun... je veux dire, on n'est pas en train de remettre en cause quoi que ce soit là-dessus. C'est juste pour ménager un petit peu mes collègues archéologues, c'est tout, parce que moi c'est là quand même que depuis 2 ans, donc c'est pour m'insérer dans la société. Donc, vaut mieux être dans la place, hein, justement, parce que je connais effectivement bien ces obligations et tout l'intérêt effectivement des versements. Donc moi, quand je suis arrivée, quand on m'a posé la question, que fait-on? Parce qu'il y a effectivement ce CCE, moi je ne connaissais même pas voilà, dans le détail ce centre. Et comme tout bon archiviste, attendez, on va faire un état des lieux, on va voir ce qu'il y a exactement, quel type d'archives, de quoi on parle, quel est leur statut. La destination normalement réglementaire, donc il y a aussi quand même ces versements obligatoires au service régional de l'archéologie, ou là-bas où on a rencontré les personnes qui s'en occupent, qui sont un peu démunies quand même, je veux dire en termes de formation. Voilà, il y a de la collecte, mais pas de traitement véritable, enfin un traitement archivistique, parce qu'il n'y a pas les moyens en fait de traiter archivistiquement. Et puis ensuite aussi même la consultation. Donc voilà, moi pour l'instant j'en suis, en fait là où on en est, on est plus encore sur l'état des lieux, et voilà, et dresser un constat et savoir ce que l'on va faire. Là on n'a pas encore, par exemple, entamé une discussion avec les archives départementales de façon concrète, parce qu'on n'est pas encore, nous, on va dire, prêts vraiment sur le contenu, quoi. Voilà. On a un lieu de conservation pour les archives, mais qui est adapté, et puis il y a un projet global de service. Donc moi je préfère, voilà, on est là, on a une production qui sert, puisque c'est de la documentation scientifique, et en plus qui est ressortie régulièrement. C'est-à-dire que là, on est dans l'archivage intermédiaire en plus. Dans le cycle de vie, là, moi je n'ai pas parlé de tout ça, parce qu'après, moi je m'adapte beaucoup. C'est-à-dire que voilà, on est à la fois forcément en archives vivantes et dans l'archivage, dans les archives intermédiaires. Elles sont régulièrement consultées. Parfois, un chantier repart sur un même site qui a été vu il y a 30 ans. Et donc là, on va avoir besoin finalement de la documentation scientifique, parce que c'est appelé comme ça par les archéologues. Et là, effectivement, se pose la question de savoir si elles sont closes, tout simplement. Donc ça, c'est une discussion. C'est une discussion. Ouais, comme le dossier d'œuvre qui va se réalimenter. Et donc, à un moment donné, on peut arrêter le dossier et en rouvrir un autre, parce qu'effectivement, il va y avoir un nouveau chantier, par exemple. Oui, tout à fait. Oui, non, mais bien sûr. En fait, évidemment, tous les moyens sont... En fait, on va mettre ensuite, là, justement, carte sur table après avoir fait un état des lieux, mais jusqu'au bout, là, parce qu'il n'est pas terminé. Et ensuite, effectivement, on va voir toutes les possibilités de partage de ces données. Donc là, l'idée, c'est pas de rester dans l'entre-soi et de rester au niveau du service de l'archéologie. L'idée, c'est de voir avec les archivistes comment, effectivement, on va pouvoir mettre ça en consultation aussi. Un partage de données, évidemment, et de connaissances. Donc, rien n'est arrêté à ce jour. Je sais.
Bien. Merci beaucoup. Nous allons peut-être passer aux conclusions de la journée. Juste un mot avant de céder la parole avec plaisir à Patrice Marciou, que je ne présente pas d'ailleurs. Voilà. Dire un immense merci aux étudiants du Master Archives pour cette impeccable journée. Très bien organisée, bravo à vous. En matière laudative, j'imagine que Patrice le redira, mais la redondance ne nuit pas. Merci beaucoup.